C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, c'est bientôt la désignation des chefs de village et de quartiers de ville. Les partis politiques qualifiés pour cette opération ont officiellement reçu de la Sénat la liste des postes concernés. La technologie financière est devenue une alliée très efficace. Rester chez soi et régler sa facture d'eau ou d'électricité, c'est désormais possible. Au Bénin, 2 jeunes ont réussi le pari de développer cette technologie. Et puis les tisserands de la Donga sont à l'école de la création d'une marque collective. Ils sont en formation pour donner une identité aux pagnes tissées. Aux commandes, le ministère de l'Industrie et du Commerce. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'est bientôt la désignation des chefs de village et de quartiers de ville. Les partis politiques qualifiés pour cette opération ont officiellement reçu de la Sénat la liste des postes concernés. C'était en présence de Alain Sochouma et Simon Villon. À l'issue des élections municipales de 2020, 3 partis politiques sont qualifiés pour désigner des chefs de village et quartiers de ville sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit du Bloc républicain BR, l'Union progressiste Le Renouveau UPR et la Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Selon les dispositions de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, je cite, le chef d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville et éligible à l'attribution des sièges. Et l'article 210 nouveau de ce même code électoral dispose à l'entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de village et de quartier de ville sont désignés sur la base des résultats des élections communales de 2020. C'est au cours d'une cérémonie fort simple que la Sénat leur a remis la liste des localités. Le document qu'on va vous remettre est le fruit d'un long processus d'inventaire. Grâce à ce travail, nous soyons en mesure aujourd'hui de vous remettre la liste des localités où chacun de vos partis est qualifié à désigner les chefs de village ou de quartier de ville. Les représentants des partis politiques concernés voient en cette disposition l'occasion d'asseoir davantage leur formation dans les recoins du pays. Le Parti communiste chinois veut renforcer son partenariat avec l'Union progressiste Le Renouveau. À ce propos, une délégation du PCC est à Cotonou. Quels sont les objectifs et intérêts d'un tel partenariat? Parfait Aoyo, membre du bureau politique de l'UP Le Renouveau, répond au micro de William Aguiar et Igor Ayoso. La coopération bilatérale entre le Parti communiste chinois, le PCC, et l'Union progressiste Le Renouveau a atteint un niveau de concrétisation suite à plusieurs visites des cadres de UP Le Renouveau aux responsables du Parti communiste PCC en Chine. À l'issue de ces voyages, il était question que les politiques chinoises se déplacent aussi pour venir échanger avec l'Union progressiste Le Renouveau. Donc le lundi dernier, il y a eu 2 grands faits majeurs. Le premier, c'était au siège de UP Le Renouveau, où nous avons reçu la forte délégation du Parti communiste chinois. À cette occasion, nous avions été impactés par le principe de formation qui a été mis en place par le Parti communiste chinois. Nous étions à l'école du parti à Shanghai et nous avons vu que cette expérience est inspirante, fort du principe que c'est les partis politiques qui désormais ont la responsabilité dans notre pays de diriger la chose publique et la chose politique. Nous nous sommes dit qu'il est nécessaire de former la classe politique à cet égard. L'après-midi, ça a été une causerie débat où les experts du Parti communiste chinois sont venus échanger avec les cadres de l'Union progressiste Le Renouveau
sur comment le Parti communiste chinois s'est organisé pour pouvoir répondre aux deux grands défis que sont le développement rapide de la Chine et puis la mise en place de la démocratie à la base. Et nous avons bien apprécié l'expression des experts chinois. Ils disent la démocratie à la chinoise. Et puis nous avons compris que la démocratie, en fait, s'adapte aux cultures, aux valeurs de chaque zone avec des principes intangibles que sont les droits de l'homme, les libertés, les responsabilités surtout et le développement, le mieux-être du peuple. Les responsables de l'autorité du bassin du Niger se concertent à Cotonou. Ils tiennent la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution. La rencontre doit aboutir à des résolutions concrètes pour faire face aux nombreux défis. L'ouverture des travaux avec Héloïse Winato. 9 pays, un bassin, une vision. Les États membres de l'autorité du bassin du Niger, ABN, s'allient pour des actions solidaires et durables. Face aux nombreux défis complexes tels que les inondations récurrentes, la sécheresse et la dégradation des terres agricoles. Les différents documents de grande facture ont été produits pour être soumis à votre haute instance pour examen et prise de décision. On va identifier et retenir le nouveau secrétaire exécutif. Il aura un mandat clair, trouver un mécanisme de financement structurant et impactant pour notre institution. C'est vrai, les États doivent cotiser. On ne peut pas se développer que sur la base des cotisations. Pour mener à bien sa mission et réaliser ses ambitions, l'ABN compte sur le soutien de ses partenaires. La coopération allemande, à travers la GIZ, s'engage à l'accompagner à hauteur de 1,5 million d'euros, soit un peu moins de 100 millions de francs CFA. L'examen de l'ordre du jour de notre session m'amène à croire que nous prendrons d'importantes décisions pour impulser davantage la coopération entre nos pays. Pour sa part, le Bénin, fidèle à ses engagements, continuera de soutenir l'ABN et de s'investir pleinement dans toute action visant à promouvoir la coopération sous-régionale et internationale. L'ABN, c'est 60 ans d'existence et 9 pays, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Bénin. Aujourd'hui, la FinTech ou encore la technologie financière permet de payer vos factures d'électricité ou d'eau en ligne. C'est une plateforme grâce à laquelle vous pouvez accéder aux différents opérateurs GSM ou aux sites de paiement digitaux. Au Bénin, 2 FinTech sont plus connus et développés par 2 jeunes. La FinTech, la technologie au service de la finance, c'est le dossier du jour avec Rebecca Kinjangoné. En un clic, vous pouvez payer vos factures d'électricité ou d'eau. Mais pour valider la transaction, vous devez choisir un mode de paiement. Et c'est là qu'elle intervient, la FinTech. La FinTech, la technologie de la finance, c'est l'ensemble des mécanismes qu'on met à la disposition de la population pour faciliter l'inclusion financière, les transactions économiques dans une certaine couche de la population qui n'a pas accès aux services conventionnels ou pour faciliter les transactions et le flux commercial. Et ces solutions sont développées par des startups, de jeunes entreprises anticipant une forte croissance et fondant leur activité sur une innovation. Les FinTech sont complémentaires aux activités traditionnelles de la banque. Les FinTech aujourd'hui aident les banques à toucher une autre cible, à toucher plus de personnes. Si on prend par exemple notre wallet, si on prend notre portefeuille mobile et on prend un téléphone sur lequel j'ai un compte bancaire, pour envoyer de l'argent sur mon mobile money ou bien envoyer de l'argent à une personne, je transfère simplement l'argent de mon compte bancaire vers mon portefeuille mobile money. Et donc ce n'est pas du tout une concurrence, mais c'est beaucoup plus de la complémentarité parce que l'un a besoin de l'autre et vice-versa. Depuis 2019, au Bénin, des startups relèvent le défi de la finance digitale. Les plus connus, FedaPay et KakiaPay, des solutions créées par de jeunes béninois et qui facilitent les échanges entre services publics et privés.
Quand vous regardez par exemple dans des industries comme la restauration en ligne, de manière classique, les gens achetaient le repas en ligne, puis payaient à la livraison, en cash. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas une technologie fiable qui pouvait leur permettre de payer à distance. Nous nous sommes dit, puisque l'argent est déjà dématérialisé dans un portefeuille électronique, pourquoi ne pas utiliser cet argent dématérialisé pour payer à distance? Qui a payé aujourd'hui à des populations qui disposent d'un portefeuille mobile money chez 14 opérateurs de la sous-région, de pouvoir utiliser cet argent pour payer sur n'importe quelle plateforme mise en ligne par un marchand. Donc, l'objectif, c'est de faciliter l'utilisation journalière de chaque personne. C'est vrai qu'on ne pourra pas dématérialiser tous les services parce qu'il y a des services qui, obligatoirement, il faut se déplacer. Mais au maximum, nous allons essayer et nous essayons d'apporter une solution et des solutions pour rendre plus facile la vie de nos concitoyens et des personnes qui utilisent nos solutions. En clair, la FinTech se présente comme un agrégateur de paiement en ligne. Elle est également conçue pour gérer les fraudes ou les malcompréhensions entre clients et marchands. Il peut arriver que parfois, c'est le client qui n'a pas compris le service et qui ne veut plus y adhérer. Il peut arriver que parfois, on ait l'impression qu'on a payé pour un service qui ne convient pas à notre besoin. C'est aussi ça le rôle d'un agrégateur de paiement. De pouvoir avoir la garantie qu'en cas de non-satisfaction du service ou que le service n'a pas été rendu, que vous pouvez vous retourner et de réclamer votre argent. Aujourd'hui, les FinTech ont littéralement démocratisé les services de paiement numérique. Le cash ne sonne plus, la technologie prend le relais en douce. La vie devient certes plus aisée avec la technologie, mais une grosse question demeure: comment protéger nos données face à cette révolution? Dans le reste de l'actualité, Antoine Setondé Babalon dirige désormais la FENOPEB, Fédération nationale des organisations de producteurs écologiques et biologiques du Bénin. Il a été élu lors de l'Assemblée générale constitutive. La FENOPEB entend œuvrer pour une agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé humaine et animale. Les précisions avec Pierrette Adanyossi et Canel Capo. L'agriculture béninoise fait face à de nombreux défis environnementaux, entre autres dégradation accélérée des sols et impact des changements climatiques. C'est pour réfléchir ensemble à des solutions efficaces et durables que ces acteurs ont décidé de créer la FENOPEB. Dans ce contexte, il est impératif de repenser nos pratiques, non seulement pour garantir la pérennité de notre environnement, mais aussi pour préserver la santé des générations présentes et futures. C'est précisément dans cette optique que cette fédération trouve tout son sens. La FENOPEB Bénin ne remplace aucune des organisations existantes. Au contraire, elle se veut un creuset fédérateur. Et déjà, les premiers responsables de la Fédération nationale des organisations de producteurs écologiques et biologiques du Bénin prennent des engagements. Notre priorité sera de renforcer la solidarité entre nous, d'améliorer nos conditions de travail et de promouvoir des pratiques agricoles durables et respectueuses de notre environnement. Le bureau aura à échanger avec les pouvoirs politiques et les pouvoirs publics. Il aura à formuler des plaidoyers, à formuler des argumentaires, à élaborer des notes d'information au public et aura travaillé avec les projets et programmes qui s'investissent dans la production agroécologique et biologique pour pouvoir mettre à l'échelle les innovations qui sont dans la production biologique et la production agroécologique. La FENOPEB est constituée d'une quarantaine d'organisations de producteurs et d'ONG notamment. Son bureau directeur compte 15 membres élus, dont 3 du comité de contrôle pour un mandat unique de 5 ans et 13 du bureau pour un mandat de 5 ans renouvelable.
Exécution des mandats des associations non étatiques, les membres du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole du ministère de l'Agriculture sont en atelier à ce propos. Objectif, mener des réflexions pour une synergie d'action entre les chambres consulaires et celles non étatiques. Les précisions avec Pierrette Adayossi. Prennent part à cet atelier les membres de la Chambre nationale d'agriculture, de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que des représentants d'agences non étatiques. Ensemble, ils apprécient les attributions et activités menées au sein du Conseil national et d'orientation et de suivi du secteur agricole. Il s'agira de permettre aux structures non étatiques de mieux appréhender les activités et attributions les unes des autres, ainsi que celles des chambres consulaires, de faire une analyse critique des activités menées et de créer le lien entre les différentes structures intervenant dans le secteur agricole. Nous essayerons de définir également les lignes directrices à suivre pour que chacun puisse contribuer de façon efficace au développement du secteur. Les participants évaluent aussi le niveau de collaboration et d'interrelation entre les différents acteurs du secteur. C'est une initiative noble qui va nous permettre réellement d'être fiers de ce cadre de concertation que nous avons créé, d'être fiers que ce cadre de concertation a servi à atteindre les objectifs. Et cet atelier vient à bon escient pour faire cette réflexion et pour dégager les éléments de complémentarité, les éléments de synergie qui peuvent continuer de se développer à l'effet de poursuivre inlassablement ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a rêvé et qui est en train d'être concrétisé, à savoir le développement de l'agriculture béninoise. Au terme des travaux, une feuille de route sera adoptée. Elle devra renseigner sur le niveau de développement des synergies entre acteurs au niveau du secteur agricole. Former les tisserands de la Donga à la création d'une marque collective et donner une identité au pain tissé, c'est l'idée du ministère de l'Industrie et du Commerce. Avec sa structure nationale de liaison qu'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, il a réuni à l'espace de tissage de Djougou des femmes et hommes du secteur, Jean-Claude James et Yves Agoudopessi. Le tissage se déroule très bien sous le regard effectif du formateur au grand métier, Sabi Lafia, une routine du quotidien qui va céder place à une autre formation des tisserands. La création d'une marque collective est au menu. Sur instruction de notre ministre, nous sommes venus pour les former, les amener à s'approprier et à maîtriser la question de la marque, et particulièrement la marque collective qui recouvre beaucoup d'avantages. La coopération par exemple. Ils vont apprendre à travailler ensemble pour ressortir la qualité de leur activité et protéger leurs produits. Quand on travaille en coopération, on peut chercher à dompter de grands espaces par rapport à la commercialisation de leurs produits. Et ça va apporter le développement et il y aura une valeur qui va s'ajouter dans la chaîne de valeur sur le plan financier. À l'espace tissage de Djougou, le site retenu pour cette formation, le coton 100% bio, le label béninois, est un choix adopté par tous. Relever en plus le défi d'une marque collective ne serait que du pain béni. C'est une très bonne initiative parce que grâce à cette marque, nos produits seront reconnus un peu partout dans le monde. L'artisanat béninois est en train de se développer. C'est une bonne idée. Aujourd'hui, prenez l'exemple du Burkina où on dit Faso d'Afani. Mais n'importe où on va, tout le monde reconnaît. Des fois, même nous, on travaille, on fait sortir nos propres produits et les gens pensent que c'est pour le Burkina. Mais c'est à défaut de marque. S'il y avait nos marques dedans, même si ça se ressemble, on sait que ça vient du Bénin. L'accord de Bangui, adopté le 2 mars 1977, indique les personnes habilitées à bénéficier de la marque collective. Il s'agit des groupements de droit public, des syndicats ou groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants.
L'Institut national de la femme vient en appui aux efforts des hommes en uniforme pour une meilleure prise en charge des dossiers relatifs aux violences basées sur le genre. Exposer des difficultés avec les unités de police et suggestions, définition d'un cadre de collaboration, autant de sujets abordés à l'étape de Kandi au cours de la tournée départementale de l'INF. Judikaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Soutenir les victimes de façon optimale. Et quand on parle de soutenir... Les statistiques sont alarmantes au fil des années. En 2022, 298 cas sont enregistrés par l'Institut national de la femme, 1117 dossiers en 2023 et au 8 novembre 2024, 1579. L'objectif principal, c'est de travailler ensemble avec les OPJ pour une meilleure prise en charge des femmes et des filles victimes de VBG. Et de façon concrète, les informer sur ce que c'est que l'INF en termes de mécanismes de recours, de changement sociétal, décortiquer ensemble avec les OPJ, les trois là, le trio de lois qui a été voté en 2021, la loi sur la répression des infractions à raison du sexe en République du Bénin, la loi modifiant et complétant la loi sur la santé sexuelle et reproductive, et la loi modifiant et complétant le code de la famille et des personnes. L'implication des officiers de police judiciaire pour une prise en charge adéquate des victimes ne sera donc pas de trop. Je vais souhaiter que de telles initiatives se répètent de temps en temps, de façon périodique, afin de permettre aux OPJ de vraiment intégrer la question des violences basées sur le genre de façon beaucoup plus professionnelle, pour que les objectifs fixés soient atteints. Lecture et approbation du rapport suivi des recommandations viendront mettre un terme aux travaux. La ville d'Abomey-Calavi accueille depuis ce 22 novembre le congrès Ekanga sous-régional de l'aventure de l'âme. Les étudiants et chercheurs attendus sont invités à découvrir Ekankar comme étant la voie spirituelle. Mais avant le démarrage des activités du dit congrès, les organisateurs ont tenu une conférence de presse. Mathieu Sokenou et Arnaud Adadja. Ce sont 3 jours d'activités en vue. Sous l'accompagnement des membres du clergé et aide spirituelle EK régional Reza, représentant le Mahanta et le maître EK vivant Sri Harold Klemp, le chef spirituel des Kankar, étudiants et chercheurs vont venir apprendre la voie spirituelle. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver et pour, je dirais, comprendre la signification profonde de qui nous sommes, de la joie et l'opportunité unique d'être en vie et de participer au plan divin, de nous reconnaître en tant qu'âme et de vivre pleinement la vie. Ce congrès est à caractère sous-régional. Du 22 au 24 novembre, le congrès régional EK va être un rendez-vous d'opportunités spirituelles et de grandes bénédictions pour les participants. Les assises de Cotonou vont permettre ce que j'appellerais tout simplement un renouveau spirituel pour tout le monde. Et pour les étudiants EK, une occasion de renouveler leur engagement, de se ressourcer à travers les causeries, les ateliers, les tables rondes, les prestations d'artistes. Le palais de la gratitude à Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, accueille l'événement. La 11e édition du festival Visa for Music se tient à Rabat, au Maroc. Environ 500 artistes venus de tous les continents rivalisent de talent pour convaincre plus de 200 promoteurs d'événements et acheteurs de spectacles. C'est le Bénin qui a eu l'honneur d'ouvrir le festival à travers le groupe Asia Band. Elliot Djodji nous y emmène. Dans ce hall à l'étage du théâtre Mohamed VI de Rabat, managers, tourneurs, artistes et producteurs rivalisent d'arguments marketing pour positionner leur création musicale hors de leur pays. Chacun a une raison bien claire qui justifie sa présence dans ce marché des musiques du monde. C'est un festival qui est une belle vitrine pour tous les projets culturels de par le monde. C'était vraiment le lieu de rendez-vous vraiment pour créer des collaborations. Chaque année, on vient ici pour rencontrer des réseaux, pour rencontrer
nouveaux amis, des organisations partenaires, en même temps pour promouvoir notre culture. C'est un salon qui a porté le nôtre, qui a fait que notre projet soit connu à la dimension internationale, c'est-à-dire au Maroc et un peu partout. Et chaque année, nous venons avec une chanteuse sur Visa for Music. Cette année, c'est 3e année, mais comme d'habitude, pour nous, ce développement dans les territoires africains est très important. Un peu comme la quarantaine de nations présentes à cette édition de Visa for Music, le Bénin aussi fait son petit marché. Et sur le centre du Bénin, nous faisons la promotion des artistes, des acteurs culturels, des festivals, parce que les gens sont curieux, ils veulent savoir tout ce qui se passe sur le plan musical au Bénin. Je suis présent à ce festival Visa for Music avec une délégation béninoise pour accompagner la magnifique scène artistique musicale béninoise dans ce salon professionnel et dans cet endroit au carrefour des musiques de l'Afrique pour valoriser la scène béninoise avec des bureaux de production, des managers et le groupe Assia Brass Band pour valoriser la musique au Bénin. Partager aussi mon carnet d'adresses et mettre en lien les artistes béninois avec des professionnels, des diffuseurs, des festivals, à la fois à l'échelle de l'Afrique mais à l'échelle de l'Europe aussi. Toujours au festival Visa for Music, la course à la vente des œuvres musicales bat son plein. Ulysse Elliott Djodji nous apprend qu'il y a sur la ligne de départ une cinquantaine de professionnels de la musique venus de tous les continents. Faisons maintenant le tour des stands. Une caravane le premier jour à travers les ATFA de la ville de Rabat avec des groupes d'artistes clés du festival. C'est la tradition depuis 11 ans sur ce rendez-vous musical majeur sur le continent africain. Et pour une deuxième fois consécutive, c'est le Bénin qui ouvre le peloton et le concert officiel de cette édition. Assia Band a émerveillé le public marocain et international qui a fait le déplacement. On voit les Marocains danser, on se sent fier. On voit que la musique de notre pays peut être transportée facilement. Et les gens ont beaucoup aimé notre musique. On était fiers quand même de représenter le Bénin. C'est une aubaine de positionnement de la musique béninoise sur l'échiquier mondial à travers une tribune, véritable carrefour pour les acteurs de la scène musicale, avec des rencontres, showcases, conférences et ateliers répartis dans les différents lieux emblématiques de la ville de Rabat au Maroc. Plus qu'un simple festival, Visa for Music est une étincelle, une plateforme unique en Afrique qui fait de la musique un langage universel, de réunion, de dialogue et de partage. Depuis son lancement, Visa for Music a changé la vie de nombreux artistes. Pour cette édition 2024, nous sommes heureux de recevoir des centaines, voire des milliers de participants passionnés venus partager leur musique et leur expertise. C'est avec un grand bonheur que nous vous accueillons ici, tout en gardant en tête les défis de notre époque marquée par l'intolérance dans de nombreuses régions à travers le monde, notamment au Moyen-Orient et d'autres zones de conflits souvent oubliés. Visa for Music, un rendez-vous incontournable des musiques d'Afrique et du monde, referme ses portes le 24 novembre prochain avec certainement plusieurs dates à la clé sur d'autres rendez-vous culturels pour Assia Band du Bénin. Faisons maintenant pour finir le tour de l'actualité internationale. Atmosphère lors de la dernière journée de la conférence sur le climat COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Plusieurs manifestants expriment des inquiétudes en ce qui concerne l'accord sur le financement du climat destiné à aider les pays en développement les plus touchés par le réchauffement de la planète. Les pays riches ont enfin abattu leur carte à la conférence sur le climat à Bakou en proposant 250 milliards de dollars par an pour l'action climatique dans les pays en développement selon un projet d'accord jugé inacceptable pour les pays africains et fustigé par les ONG. L'objectif de 250 milliards annuels à atteindre d'ici 2035 serait très inférieur aux demandes des pays en développement. Ils veulent voir les pays riches fournir entre 500 et 1 300 milliards de dollars par an pour les aider à sortir des énergies fossiles et s'adapter au réchauffement climatique.
Les efforts de conservation pour les éléphants de forêt déployés par le Gabon sont de plus en plus contestés par les habitants des zones où la population croissante de mammifères crée des conflits. Dans des villages comme Bakoussou, les plaintes concernant l'empiètement des pachydermes sur les terres agricoles, malgré les clôtures électriques, sont de plus en plus nombreuses. Et certains habitants réclament des mesures drastiques. La solution pour dégager les pachydermes, c'est de les abattre, selon un habitant de Bakoussou. C'est ça là la chose qu'il faut un peu nous expliquer. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.